Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous, je suis avec Stéphane Hugon du cabinet Eranos. Donc tu es sociologue. C'est ça. Qui est un cabinet de conseil en sociologie, qui accompagne des marques dans leurs problématiques d'ethnologie. Et j'avais envie qu'on aborde un sujet aujourd'hui qui est, je pense, un sujet qui nourrit beaucoup de conversations dans les dîners, qui nourrit beaucoup de disputes dans les couples ou avec les enfants, ou les ados en l'occurrence, qui est l'impact du smartphone dans les générations. Et en fait, il y a eu cet article que beaucoup de monde a lu et que je sais que tu as lu et que moi j'ai évidemment lu dans The Atlantic en septembre 2017 qui disait, qui posait la question est-ce que les smartphones ont détruit une génération en prenant en particulier une phrase, moi il y a une phrase qui m'a marqué qui était d'une adolescente qui disait finalement je préfère mon smartphone à certains de mes amis, donc si je devais me priver complètement de smartphone, il y a certains amis, je préférais me priver de certains amis plutôt que de mon smartphone. Et en même temps je voudrais qu'on dépasse cette idée selon laquelle les smartphones ça rend les gens débiles, etc., ce qui est sans doute vrai en partie, mais je pense qu'il y a beaucoup plus et c'est beaucoup plus intéressant que ça, l'impact du smartphone sur les générations. Donc je sais pas si j'ai une bonne première question. Peut-être on parlait tout à l'heure de la manière dont après-guerre les sociétés se sont construites. On va peut-être partir de là et puis après repartir sur le smartphone. Oui, je crois que c'est bien pour bien comprendre ce phénomène-là, dont on a l'impression qu'il est actuel, qui se passe aujourd'hui, ici et maintenant. Pour bien le comprendre, il faut peut-être essayer de le remettre un peu en perspective par rapport à une histoire des relations entre les personnes, mais aussi de la place des objets techniques comme médiation entre les personnes, très justement. Et ce que tu dis est juste, si on essaie de repartir à partir des années 50, on a quand même tout un imaginaire et une quête, une volonté, un imaginaire qui passe à travers, par exemple, la culture hollywoodienne, qui passe dans l'apprentissage des écoles et qui est aussi une valeur de société, mais aussi des manières de travailler et qui nous oriente vers l'idée de se construire soi-même, de construire un individu, d'être dans l'émancipation individuelle, d'être dans la libération, dans l'autonomie, dont il faut rappeler l'étymologie, autonomos, ma propre loi. D'accord. Donc effectivement, on est dans une espèce de fascination de notre imaginaire occidental sur le fait de se détacher des autres et pour exister par soi et pour soi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est une dynamique très forte qui va couvrir plusieurs générations avec une dimension forte qui va être la place de la techno là-dedans. C'est-à-dire que la technologie va être cet objet magique qui nous permet très justement de ne pas subir et au contraire d'augmenter notre pouvoir sur notre environnement et notamment notre environnement social. Et donc ça, c'est quand même un background culturel très fort et qui va aboutir au milieu des années 90 à un point de saturation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est allé tellement loin dans l'individualisation, dans le besoin de libération, qu'on a découvert quelque chose qui est, à mon avis, insurmontable, et pour le consommateur, et pour le collaborateur, et pour le citoyen, c'est le vide. C'est l'ennui, en fait. Voilà. La peur de l'ennui. La peur de l'ennui. À un moment donné, on a fait l'expérience du vide. À force de ne pas vouloir subir les autres, on s'est rendu compte qu'on a déconstruit les systèmes religieux, on a déconstruit le politique, en France en particulier, où l'abstention et la critique vis-à-vis du politique est très forte. Ouais. Donc en fait, tous les lieux où on trouvait un accomplissement de soi ont été un peu chahutés. On dit classiquement chez les sociologues qu'il y a 5 grandes scènes sociales dans lesquelles on s'accomplit en tant que personne. Donc il y a la famille, il y a l'espace du sacré, le religieux, il y a aussi l'espace du travail, il y a l'espace du militantisme et l'espace de la vie publique. Et dans ces 5 sphères-là,
qui ont été extrêmement importantes pour plus que les années 50, mais on peut dire quasiment une grande partie du 19e et du 20e siècle. On devenait véritablement quelqu'un quand on était un père de famille, quand on était qu'on allait à l'église. Exactement, qu'on allait à l'église, qu'on était reconnu dans son travail, qu'on était un bon militant. Le syndicalisme était quand même très fort, pas l'oublier, de la fin du 19e jusqu'aux années 70. Donc c'était des scènes sociales où on devenait quelqu'un. Et en fait, il y a un déplacement de cette énergie-là vers d'autres espaces et qui vont rendre finalement ces espaces sociaux et qui va les laisser comme des coquilles vides. Donc il y a quelque chose de très fort qui va se jouer, à mon avis, à partir des années 90 et qui fait qu'à un moment donné, on ne veut plus s'émanciper, on ne veut plus se détacher de la masse, on ne veut plus échapper à une emprise familiale, on ne veut plus de liberté. Ça peut paraître paradoxal. Ouais, c'est paradoxal. Hein. On ne veut plus de liberté. Au contraire, la liberté nous a amené à quelque chose qui est l'ennui. Donc, en fait, d'un seul coup, on est confronté au vide. Quand on n'a plus la même relation avec les parents, quand on a déconstruit l'autorité du chef, quand on a déconstruit l'autorité du politique, quand finalement on n'a plus de relation forte avec les uns et les autres, d'un seul coup, on est confronté au vide. Et là, j'irais presque par principe de survie, on va avoir une soif, je pense que c'est ça ce qui va pousser pour moi tout le digital, on va avoir une soif extraordinaire de pouvoir retrouver du lien de partage avec les autres. Voilà. D'accord. Et d'un seul coup, l'objet technique va devenir la promesse que je fais partie d'une scène sociale, plus celle que j'ai évoquée, les 5 sphères, mais d'autres scènes sociales. Les amis, la tribu, le territoire, ma communauté, etc. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais cet humoriste américain qui s'appelle Louis C.K., qui décrit ça en disant le smartphone, mais emmerdez-vous, quoi. Enfin, arrêtez d'être toujours avec votre... Parce qu'en fait, finalement, le téléphone, il a remplacé un petit peu la cigarette. C'est-à-dire que vous êtes au restaurant, quelqu'un va aux toilettes, hop, vous prenez votre téléphone pour vous donner un peu de constance. Pas que ça soit très intéressant ce qui s'y passe, mais vous regardez. Et ça, il y a quand même ce truc de remplir le vide dans le rôle du téléphone. Exactement. Et de ma génération, il y avait encore, moi qui suis sur la bascule, si je vais dire, la grande bascule. Dans mon adolescence, il y avait encore ce mythe comme ça, un peu du ténébreux, du romantique, du personnage, parce qu'il est seul, il inspire une forme de charisme, en fait. Ouais. Il y avait ça. Et finalement, je parlais de la culture hollywoodienne tout à l'heure, mais on nous a servi des héros qui étaient des héros solitaires, finalement, qui tout seuls refaisaient le monde ou déjouaient des choses, corrigeaient la perfection du monde, etc. Et à un moment donné, ça, même dans la culture cinématographique, littéraire, ça a basculé. Aujourd'hui, on n'est plus tout seul, parce que, exactement comme tu as dit, on a besoin de se rattacher à quelque chose. Et sur le fond, si pour devenir quelqu'un auparavant, il fallait prouver qu'on ne subissait pas les autres, aujourd'hui, pour devenir quelqu'un, il faut prouver qu'on appartient d'une certaine manière, au regard de l'autre. Qu'on appartient, mais surtout qu'on domine. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est pas tant... Enfin, moi, j'ai l'association que chaque humain qui possède un smartphone, en tout cas dans la société occidentale, mais je pense que ça dépasse largement la société occidentale, tu deviens une marque. Et finalement, aujourd'hui, ta présence sur les réseaux sociaux, c'est ta marque que tu construis, comme une marque pourrait le faire d'ailleurs. Et finalement, tu veux dominer dominer, c'est tout relatif, mais en fait, montrer que tu es une figure parmi la communauté qui te semble, toi, la plus représentative, en tout cas. Alors oui, avec cette dimension un peu paradoxale, c'est que, prenons par exemple un selfie, le selfie ne s'accomplit de lui-même que s'il est partagé. Bien sûr. Donc ça veut dire que c'est par le regard de l'autre que je deviens véritablement moi-même, c'est-à-dire ce que j'aimerais que les autres pensent de moi. Donc il y a une dimension de fiction qui est très forte finalement. Et il y a ce jeu de représentation croisée, il va nécessiter qu'il y ait à la fois une construction de soi, une sorte de rôle en fait, et en même temps qu'il y ait un public dont on a d'abord un public un peu aspirationnel, c'est-à-dire un public de référence auquel on aimerait ressembler et auquel on aimerait plaire, parce qu'il y a une logique de la reconnaissance de soi dans le regard de l'autre. Et du coup, la notion de partage va être absolument centrale, ce qui va donner quelque chose de très paradoxal par rapport à ce qui, à mon avis, est souvent ce qu'on attribue au smartphone, parce qu'on va y revenir. Oui, bien sûr, on va y revenir. Comme étant non pas l'instrument de la distinction de soi,
c'est-à-dire ce par quoi je suis différent des autres, mais au contraire, comme un espace de médiation qui me permet de me réintégrer et de me recontextualiser dans ce petit territoire affectif, relationnel. Je dis affectif parce que les psys s'y sont penchés à ces objets-là qui sont des promesses de relations. J'y pense à l'instant, notamment Winnicott, qui est un psy qui a apporté la notion de l'objet transitionnel, par exemple, et qui qui montre comment le doudou, par exemple, est un objet qui est la symbolisation de la présence de la mère, en fait. Et que dans le détachement de l'enfant par rapport à sa mère, qui va passer par différentes étapes qui sont bien connues chez les psys, il y a une des étapes qui est un espèce d'entre-deux et qui consiste à accepter l'absence de sa mère en substituant à sa mère un objet qui porte soit son odeur, soit... voilà. Et du coup, ça n'est jamais qu'une substitution, qu'une étape, en fait, qu'une sorte d'ersatz, si je puis dire. Et du coup, d'ailleurs, c'est intéressant de voir dans l'article, comme ils expliquent que finalement, le smartphone, tu as l'impression d'être en relation avec les autres, mais en fait, tu es tout seul. Et en fait, on se rend compte, et c'est ce qu'ils expliquent dans l'article, qui est assez long, mais qui est hyper intéressant, qui dit que finalement, les jeunes, les ados, vraiment, restent beaucoup plus dans leur chambre. Ils s'enferment, ils ont peur, ils perdent leur virginité beaucoup plus tard, ils passent le permis de conduire quand leurs parents leur demandent de le faire, alors qu'avant, on avait quand même cette soif d'évasion, entre guillemets. Alors, est-ce que c'est une image un peu... unidirectionnelle du smartphone, ou est-ce que c'est une tendance de fond? Parce qu'en fait, il s'appuie quand même sur des statistiques qui sont hyper fortes, c'est-à-dire un taux de suicide qui augmente beaucoup plus fortement chez les jeunes, un taux de bonheur qui se réduit quand les gens ont leur smartphone. Enfin, plus les ados ont leur smartphone, moins ils sont heureux. Donc il y a quand même des grosses tendances qu'on voit. Est-ce que ça, c'est une vision un peu pas anecdotique, mais en tout cas partiale du smartphone, ou parce que tout n'est pas aussi simple, ce que je disais au tout début, mais comment toi t'envisages les choses d'un point de vue sociologique? Effectivement, il y a une dimension. Il y a quand même ces objets qui sont, comme je disais, la promesse de l'autre. Donc, je pourrais dire un objet relationnel, un objet social, un objet peut-être sociabilisant, qui est la promesse d'une relation qui est un peu une fausse relation, parce qu'elle est inaccomplie. Et en même temps, elle est un vecteur, on l'a vu dans certains cas, notamment en France, où le digital était une manière de resocialiser des gens qui étaient en perte très justement de liens sociaux. Donc ça a aussi un effet de reconnecter, entre guillemets, mais ce que tu dis est juste, il y a aussi toute une dimension un peu quasi pathologique, on va dire, qui est que c'est la promesse de la promesse, c'est-à-dire que le passage à l'acte n'advient jamais. Et on a, pour le meilleur et pour le pire, toute une génération, et je crois que l'article que tu évoquais est très juste sur ce propos, qui produit une expectative qui n'arrive jamais, qui construit des situations qui sont de l'ordre de la fiction, donc du désir, mais qui ne s'inscrivent jamais dans une expérience humaine, une expérience corporelle notamment, et qui, sur le fond, maintient disons l'adolescent dans une bulle qui est en deçà de l'expérience. Et donc, effectivement, quelque part, c'est du fake, quelque part, c'est du faux. Ouais. Et c'est apparu assez rapidement en France avec les premiers réseaux sociaux qu'on voyait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un ami, qu'est-ce qu'une relation, qu'est-ce qu'une communauté, qu'est-ce que le lien social. Alors moi, j'essaye d'être... je considère que là, il y a un vrai problème, mais qu'à moyen terme, et que si on prend une échelle qu'on a évoquée tout à l'heure, ça n'est qu'un rattrapage. Ça n'est qu'un indice. Et que sur le fond, cette relation-là et ce rapport que l'objet technique va générer comme une promesse de relation est plutôt bénéfique. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, on a alors peut-être une génération, en tout cas un moment social, pour lequel, effectivement, il y a une génération qui est privée d'une réalité de la relation humaine. Et qui va rester dans quelque chose qui est un peu nébuleux, sur lequel il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup d'images qui, en plus, en fonction des réseaux sociaux, sont homogénéisées, si je puis dire, puisque, on l'a un petit peu évoqué, on rencontre son alter ego. Oui, on fait de l'entre-soi sur les réseaux sociaux. On fait de l'entre-soi, on se ressemble de plus en plus, ça prive d'une altérité, et du coup, ça nous conforte dans une sorte de relation molle, on va dire, et sur lequel non seulement c'est pas une vraie expérience humaine, mais en plus culturellement, il y a peu d'ouverture.
ce qui m'amène à ce que tu as dit tout à l'heure à propos du permis de conduire. Ouais. C'est très intéressant. Le C'est permis la de liberté, conduire. quoi, la soif de liberté. En Exactement, le permis de conduire, c'était ma génération s'en souvient bien. Mais la mienne aussi. La tienne aussi. C'était un acte fort parce que c'était une manière de trouver une forme d'autonomie, en fait. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le permis de conduire qui permettait de se déplacer a été remplacé par un autre navigateur, mais pour une navigation qui est différente, parce que on l'a décrite, en tout cas dans un premier temps, comme inaccomplie, même si je continue de penser que sur le fond, l'ouverture que va proposer ce type d'objets relationnels que sont les smartphones vont nous permettre, sur une échelle un peu plus longue, d'ouvrir des relations avec notre environnement, et pas seulement notre environnement social, qui seront fortes, qui seront entières, et qui vont être portées par une dynamique qu'on identifie depuis même avant l'arrivée du web, sur des cycles qui sont des cycles longs, sur lesquels on a un besoin de réenracinement avec, très justement, avec notre environnement social, notre environnement naturel, et avec ce que font beaucoup les Brésiliens et ce qu'on voit beaucoup notamment en Asie, c'est-à-dire une correspondance un peu magique que nous entretiendrons avec les objets, notamment les objets de la maison, mais aussi les objets naturels. Voilà. Donc, derrière cette question des smartphones, il y a des tendances lourdes que sont le post-humain, l'animisme, le besoin de se réenraciner dans des choses plus profondes qu'une simple relation sociale, et qui tape à la porte. Voilà. Alors, pour le meilleur et pour le pire, parce que l'animisme, moi j'ai la chance d'aller régulièrement à São Paulo, et j'ai des étudiants brésiliens qui me parlent des orixás. Ouais. Les orixás, c'est des petits dieux qui sont associés à un territoire, un terreiro, comme ils disent. Et du coup, il y a des petits dieux qui organisent des espaces. Il y a un dieu pour la maison, il y a un peu comme les pénates, on a ça dans la tradition judéo-chrétienne. Mais il y a aussi un dieu pour attraper le bus, il y a un dieu pour un examen à la fac. Voilà. Et ça, donc c'est des choses qui sont très, très anciennes, ça venait plutôt de la sphère caribéenne ou de l'influence, disons, africaine, subsaharienne. C'est très présent au Brésil, ça apparaît sous des formes très différentes en Asie. Et c'est vrai que les Français ont été plutôt rétifs dans les objets techniques à ce que l'objet ait une âme, à ce que l'objet puisse penser, à ce que l'objet soit médian. C'est en train d'arriver. Alors, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de l'intuition de Steve Jobs à l'époque qui, dès les premiers Macintosh, avait considéré que le rapport sujet-objet qui existait entre l'utilisateur et son ordinateur n'était pas un rapport de quelqu'un qui va exploiter un outil, mais plutôt une connivence entre un utilisateur et un objet qui allait avoir une âme. C'est pour ça que quand on allumait l'ordi, c'était marqué « Hello ». Voilà. Et qu'ils ont cultivé ce côté animiste jusqu'encore très récemment, où on voit que quand un ordinateur est mis en veille, il y a un clignotement qui est très lent, qui ressemble à une respiration. Voilà. Donc on s'aperçoit que les objets qui nous environnent, qui pendant très longtemps ont été des objets neutres, des objets inertes, donc des outils, en fait, ils perdent leur fonctionnalité et ils vont gagner... ils vont gagner une âme, ce qui n'est pas rien. D'où la peur de l'intelligence artificielle. Et dans ce contexte-là, de l'intelligence artificielle arrivant, les nouvelles IHM, interface homme-machine, nous permettant d'interagir avec les objets de différentes manières, on s'aperçoit qu'il est en train de se jouer quelque chose qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus profond que ce qu'on avait vu de prime abord, et qui va peut-être ouvrir des formes, et là j'y reviens à nos adolescents, des formes relationnelles pour lesquelles on est encore peu préparé. Mais alors du coup, est-ce qu'il faut interdire les smartphones à nos ados ? Parce qu'en fait, c'est un peu ça la question derrière. C'est si on se rend compte qu'un smartphone, ça rend malheureux un ado et que finalement, il reste chez lui, dans sa chambre, à se couper de l'autre, parce que finalement, son temps libre, il le passe. Ce qui est intéressant aussi dans l'étude, c'est qu'ils se rendent compte que les ados ont plus de temps libre aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Mais qu'en fait, ils restent à la maison et ils profitent même pas de ce temps-là pour se connecter à la famille, comme ça peut être le cas au Brésil d'ailleurs. Mais vraiment pour rester sur leur smartphone dans leur chambre finalement. Donc, est-ce qu'il faut... Et en même temps, on peut pas nier que le smartphone, ça t'apporte une liaison sociale, que tu peux pas aujourd'hui vivre dans la société, j'imagine que si, mais en tout cas, dans nos sociétés plutôt citadines, etc., c'est difficile de vivre hors de ces sphères-là. Tu vois, il y a des jeunes qui disent, je suis sur Facebook, ça serait encore plus bizarre de pas y être.
Parce qu'ils font pas grand chose, mais bon, dans l'absolu, c'est un peu un truc des vieux, c'est là où il y avait ta grand-mère, ta tante, etc. Donc t'as pas spécialement envie d'y être, mais n'empêche que ça serait quand même bizarre de pas y être. Donc ils utilisent Messenger. Donc qu'est-ce qu'on fait de cet outil qui est quand même extrêmement puissant? Oui, et tu l'as évoqué tout à l'heure. En fait, c'est pas binaire, c'est pas ni bien ni pas bien. C'est qu'il y a, en fait, il y a un équilibre à trouver. Ouais. Je pense que l'un des équilibres, un bon indice, c'est qu'il faut pas que l'objet, le smartphone, se substitue à l'ensemble des autres relations sociales. Voilà. C'est pour ça que moi, j'ai toujours pensé que dans un équilibre familial, par exemple, avec des adolescents, c'est très important que les jeunes développent cette culture-là. Parce qu'ils en sont porteurs, ils sont plus à l'aise, dit-on, que la génération des aïeux autour de C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Donc ils nous regardisent un peu, il faut l'accepter. Mais d'un autre côté, il ne faut pas que ça isole l'enfant. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut que même quand des ados sont dans un salon à côté de leurs parents, qu'ils ne se disent rien, qu'ils sont en coprésence parce que chacun est sur son écran, il existe quand même une relation faible entre les participants. Et ça veut dire aussi que cet espace-là, cette expérience humaine qu'ils vivent, elle ne s'oppose pas à la relation qu'il y a avec leurs parents. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas cliver les expériences et qu'il faut qu'il y ait une sorte de surimpression du temps familial avec le temps du téléphone. Ce qui est paradoxal parce que la plupart des gens disent « Ok, je te limite tes écrans 2 heures par jour et quand tu es avec nous, tu ne peux pas être avec ton téléphone. » Je pense qu'il faut trouver des zones de porosité pour permettre très justement aux enfants d'utiliser non pas de manière exclusive l'un ou l'autre, mais au contraire d'être dans une forme de millefeuille. Si prenons un exemple très simple, alors peut-être pas des adolescents, mais des gens un petit peu plus âgés, sur les terrasses des cafés ou sur les terrasses des cafétérias ou quand des jeunes gens discutent ensemble, ils ont toujours leur téléphone sur la table et le téléphone n'est jamais un obstacle à la communication parce que très souvent, pour des questions d'ailleurs que Michel Serres avait évoquées dans son fameux petit ouvrage sur Petite Poucette, l'objet devient le support aussi d'une illustration, d'une évocation, d'une mémoire collective en fait. Par exemple, on montre une image. Par exemple, on montre un film. Et du coup, la conversation se fait à 3, c'est-à-dire entre l'un, l'autre et au milieu le téléphone, qui n'est pas un obstacle, mais qui vient servir la relation. Bien sûr. Donc en fait, ça veut dire que dans certaines conditions, alors il faut être un peu subtil autour de ça, mais dans certaines conditions, le smartphone augmente la relation entre les parents et les enfants. Donc il peut l'augmenter. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'en parlais ce midi, mais c'est vrai que, par exemple, typiquement ce midi, j'ai quelqu'un que je ne connais pas, qui m'a prêté un matelas parce que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux en disant que j'avais besoin d'un matelas parce que je pars au Népal dans 15 jours. Et donc j'ai dit ça sur Facebook et le mec du resto d'à côté que je connais pas, c'est pas mon ami mais qui écoute mon podcast et qui me suit sur Facebook m'a filé son truc alors que je suis allé chercher à manger. Donc ça peut quand même créer du lien. Enfin ça existe. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et puis ça crée. En fait, on dit souvent que cette forme de lien social qui existe, qui de prime abord peut paraître désocialisant, ça crée aussi une espèce de société du frôlement. C'est-à-dire des gens qui se sont peut-être jamais dit bonjour, mais qui ont une considération mutuelle l'un pour l'autre. Ça valorise un peu comme le deuxième ou le troisième cercle d'amis. C'est des gens qu'on voit pas souvent, mais ça maintient un lien. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne fait que matérialiser quelque chose qui existe aussi, si je puis dire, dans la vraie vie. Puisque quand on va dans un café, quand on va dans un restaurant, en fait, on établit de fait une relation avec des gens avec qui on va peut-être pas parler, mais qui vous voient, que vous voyez, que vous reconnaissez comme étant habitant dans un certain environnement social, dans un certain cercle d'amis. Et il y a une relation, une relation sociale faible qui se construit, mais qui a quand même sa substance et qui peut être activable et qui peut être mobilisable dans certaines situations et notamment pour un matelas, pourquoi pas. Et alors, pour revenir à la famille dont tu parlais, je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut voir. Je pense qu'il y a l'exemplarité, c'est-à-dire que souvent les parents disent aux enfants mais arrête d'être sur son smartphone et eux ne montrent pas l'exemple. Donc il y a quand même ce côté d'exemplarité qui est important. Et de l'autre côté, il y a aussi le mimétisme, c'est-à-dire que quand tu vois bien, et moi je le vis tous les jours, hein, quand quelqu'un prend son smartphone, t'as tendance à avoir toute la table qui commence à prendre son smartphone aussi. En fait, il y a vraiment ce truc de si toi tu te permets de le faire, alors moi je me permets aussi, et puis du coup le voisin aussi, etc., etc. Et du coup on a des photos assez pathétiques ou drôles ou peu importe comment on l'envisage, mais de couples qui sont tous les deux sur leur smartphone assis à une table, ce qui est un peu
ridicule. De prime abord, on pourrait dire que quand un couple dans un restaurant ne se parle pas et sont tous les deux sur un smartphone, on peut dire qu'il y a un échec de la relation. On a envie de dire ça. Mais d'un autre côté, ça c'est aussi notre imaginaire qui est très occidental, que j'évoquais tout à l'heure, et qui a qui maintient les objets techniques comme étant seulement des outils et non pas des médiateurs. Je vais prendre un exemple qui part un peu plus loin pour revenir au centre de notre question. La question des robots, par exemple. Quand on va en Asie, on s'aperçoit que les robots, la robotique de service, on va dire, est un marché mature. Ouais. Il y en a dans les malls. Moi, j'en vois, par exemple, dans les malls à Séoul. On en voit, y compris auprès, qui ont des vraies fonctions relationnelles auprès des personnes âgées, etc., etc. En France, l'objet technique est un objet froid, est un objet qui peut faire peur. Et effectivement, on a pratiquement 80 ans de tout un imaginaire de science-fiction qui nous apprend que sur le fond, à un moment donné, la machine, l'objet technique va se retourner contre nous. Et qu'il faut surtout pas que l'objet technique ait trop de pouvoir. Et on a vu d'ailleurs que ce qui a bloqué le marché en Occident, c'est notamment les robots anthropoïdes, c'est-à-dire qui ont une forme humaine. Et ben en fait, ils n'arrivaient pas à être vendus en France. Et en fait, c'est pas pour des questions techniques, c'est pour des questions d'imaginaire. Il se trouve qu'on a un double blocage autour de ça. D'abord, il y a ce que je disais autour de la science-fiction, c'est-à-dire la créature se retourne contre le créateur, Frankenstein, etc. Enfin, il y a toute une ribambelle de films autour de ça. Mais il y a aussi quelque chose qui nous vient de notre culture judéo-chrétienne, c'est-à-dire que on s'interdit de produire le vivant, de produire une personne à l'image de l'homme, puisqu'on prendrait la place de Dieu, ce qui a encore, c'est en train de se diminuer, mais c'est encore un blocage, on va dire, de l'ordre du culturel. Et puis le troisième truc, c'est la culpabilité aussi. La culpabilité pour une société post-coloniale comme la nôtre, d'avoir un esclave à la maison. Et ça passe pas. Donc ça veut dire que l'essentiel des blocages sont des blocages symboliques en fait. Et c'est pour ça que la place de l'objet, alors revenons à notre téléphone, la place de l'objet technique, dans notre imaginaire, il est toujours inscrit dans un rapport purement fonctionnel et on n'arrive pas à en faire un objet symbolique, un objet tendre. Alors, la génération qui est là est en train de nous prouver le contraire. Ouais, effectivement. D'en faire un objet qui est un objet relationnel, un objet qui nous conseille, un objet qui n'est pas... un objet un peu furtif, c'est-à-dire qui ne fait pas obstacle à la relation entre deux personnes, mais au contraire, un objet qui va reconstituer des relations, des signaux faibles, va nous réenraciner dans notre territoire, va détecter les bonnes relations, va nous accélérer des relations entre les gens. On peut, bien évidemment, il y a toutes les applis de rencontres qui sont là pour nous le prouver. C'est-à-dire que c'est un médiateur, c'est un accélérateur, c'est une magie, un peu comme la fonction du griot dans l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un porte-parole et un porte-sens qui est incarné dans cet objet. Et là, je crois que passer disons, ce qu'on a dit de négatif sur les objets, moi, je pense qu'il y a quand même toute une part de ces usages qui vont être extrêmement bénéfiques, et y compris en termes d'équilibre, de relations sociales, de confiance, de légitimité et d'engagement des personnes les uns avec les autres, qui, à mon avis, n'en est qu'à son début. Génial. Et alors, du coup, ce podcast, il s'appelle Vlan. À quoi ou à qui tu voudrais claquer la porte aujourd'hui ? Claquer la porte négativement ou positivement ? Ouais, claquer la porte gentiment si tu veux. Moi, je pense que sur le fond, moi j'ai la chance de travailler pour beaucoup dans un environnement qui est l'environnement du luxe. Et je pense qu'il y a un sursaut qui doit avoir lieu. Il faut taper du poing sur la table, il faut dire blanc autour de ça, autour de la fonction relationnelle et de la fonction communautaire et de la fonction initiatique qu'on trouve et dans le luxe et dans les objets techniques. Je pense qu'on en est qu'au début. Et là, il doit y avoir une réflexion qui devrait être portée là-dessus. Il y a des choses qui sont menées, mais je pense que les Français s'interdisent encore des choses. Je pense qu'il faut réveiller quelque chose autour de ça. Je ne sais pas si ça peut être un Vlan, mais en tout cas, je pense à ça. Génial, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques
vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.